Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais résoudre un exercice d'oral, donc intitulé 4 plaques infinies. Donc c'est un exercice de mécanique du point avec quelques notions aussi d'électrostatique. Et donc, étant donné que c'est un exercice de mécanique du point, il est pratiquement réalisable entièrement avec des notions de sup. Donc c'est un peu la particularité de cet oral, mais c'est un, voilà, je dirais en termes de difficulté, c'est un oral de difficulté moyenne. Et donc voilà, c'est un exercice intéressant que je vais résoudre tout de suite. Donc on dispose de quatre plaques infinies, P1 et P1', qui sont au potentiel U1, P2 et P2' qui sont au potentiel U2. Je vais peut-être déjà mettre ici U1, ici U1, et là j'ai mes plaques P2 et P2' qui sont au potentiel U2 et U2. Donc disposé le long d'un axe horizontal, qui est l'axe ici donc OZ, dans un champ horizontal E. On néglige le champ de pesanteur. Des électrons de masse M et de charge -E arrivent à gauche. Ils ont la vitesse V1 et font un angle α1 par rapport à OZ en zone 1, et la vitesse V2 et font un angle α2 par rapport à OZ en zone 2. Donc la première question, dans quel plan se trouve le vecteur V2? Alors pour commencer, le champ horizontal E, alors ça peut, au début, ça peut ne pas être très clair, mais ce dont il est question ici, c'est le champ créé par la différence de potentiel entre les, euh, les plaques. Donc, ce n'est pas un champ additionnel créé par une autre source, c'est vraiment le champ créé par la différence de potentiel entre les plaques. Donc ici, par conséquent, ici on a E égale à 0, parce que la différence de potentiel entre P1 et P1' est nulle. Ici aussi on a E égale à 0. Et là, donc on a E non nul. Voilà. Ça, c'est simplement pour poser les choses. Alors, la première question, dans quel plan se trouve le vecteur V2? Alors, pour répondre à cette question, on va faire un peu de mécanique du point. On va faire, donc, on va appliquer un principe fondamental de la dynamique et voir l'évolution du vecteur vitesse en fonction du temps, notamment dans la zone 3, et donc voir, comparer le plan entre la zone 1 et la zone 2 et voir quelles sont les différences. Donc, pour pouvoir appliquer un PFD, voilà, étant donné que c'est le début de l'exercice, en général, on a affaire à un examinateur qui ne nous connaît pas bien. C'est très important de donner bonne impression, mais c'est comme ça qu'on fait tout le temps en mécanique du point, c'est faire la checklist de la mécanique du point. Donc commencer, on ne va pas se jeter sur MA égale à la somme des forces extérieures. On commence par écrire système, électron. Voilà, ça c'est très important. Électron. Ensuite, référentiel. Voilà. Donc terrestre, supposé galiléen. Voilà, c'est important de montrer que vous maîtrisez ces notions, vous savez ce que vous faites. Terrestre, supposé galiléen. Force. Alors, le champ de pesanteur, lui, il est négligé, donc le poids est négligé. On va avoir donc une force électrostatique qui vaut la charge fois le champ électrique, donc moins E fois grand E. Donc, dans la zone 1, on est entre P1 et P1', le champ électrique E est nul. E est nul. Donc par conséquent, je vais avoir MA égale à 0. Donc A est nul. Et donc on en déduit que le champ vecteur vitesse V égale à une constante. Équivaut donc ici V1. Donc on nous donne ici le nom V1 pour la vitesse en zone 1. Voilà. Alors, pareil pour la zone 2.
En zone 2, j'ai E égale à 0. Donc, A est nul. Et on en déduit que le vecteur vitesse est aussi une constante. Donc ici, quand on dit que le vecteur est constant, ça veut dire que chacune des composantes du vecteur est constante. Voilà. Alors maintenant, la zone 3. Là, ça va être intéressant. Je vais avoir donc MA est égal à moins EE. Ce qui me donne donc donc voilà, MA égale à moins EE. Alors E, ce qu'on sait sur E, c'est que E est suivant l'axe EZ. Ce qu'il est possible de proposer ici, comme moi si j'étais examinateur, je poserais comme question à démontrer, donner l'expression de E et de le démontrer. Donc ça, ce serait une question intermédiaire. Ça arrive dans un oral d'avoir des questions intermédiaires et c'est quelque chose qu'il faut être capable de faire. Donner l'expression de E. Donc c'est à apprendre par cœur. Hein. Ici, E, ce sera U1 moins U2 divisé par D, où petit d, c'est la distance entre les deux plaques, suivant l'axe EZ. Mais c'est à savoir redémontrer. Donc, pour ce faire, alors on va considérer deux plaques. Voilà, c'est une petite question supplémentaire, mais voilà, c'est intéressant c'est intéressant et important de savoir faire ça. On considère deux plaques, voilà, entre lesquelles on a une distance D. Là, on a notre axe Z. Et donc, ici, on est à 0. Ici, voilà. Là, pour notre plaque ici, c'est la plaque en fait P1' en fait. Là. Et celle à droite, c'est la plaque P2. Deux plaques infinies, celle-ci est au potentiel U1, l'autre est au potentiel U2. Donc pour le champ électrique, alors, ce qu'il est important de noter, dans un premier temps, c'est que pour tout M entre les deux plaques, c'est ce qu'on cherche, hein, on cherche le champ électrique entre les deux plaques. C'est-à-dire que pour tout Z appartenant, en fait c'est pour tout XY Z, où Z appartient à 0D. Ensuite pour XY, eh bien, ils peuvent valoir n'importe quel réel, parce que les plaques sont infinies. On a E de M, de manière générale, on a E de M qui vaut EX, X, Y, Z, EX, plus EY, X, Y, Z, EY, plus EZ, X, Y, Z, EZ. Voilà, ça c'est la forme générale du champ électrique. On va utiliser maintenant, voilà, ça c'est la méthode classique en électromagnétisme, en électrostatique, utiliser les invariances et les symétries pour pouvoir simplifier l'expression du champ électrique. Donc en particulier, on sait que le champ électrique il est symétrique. Et donc les plans pour tout M entre les plaques. Et c'est même vrai ici, ouais, pour tout M dans l'espace. Je vais garder entre les plaques, mais c'est même vrai dans tout l'espace. Pour tout M entre les plaques, les plans. Alors voilà, un plan, c'est important donc ici de bien identifier les plans de symétrie. Un plan, c'est on identifie un plan. Une des manières de pouvoir identifier un plan, c'est avec un point et deux vecteurs qui appartiennent à ce plan. Donc les plans M, EX, EY et M. Alors pardon, M, EX, EZ plutôt.
les plans M, E, X, Z. Donc si j'imagine là X, là, notez là, ici X, et là Y, pour bien voir les choses. Y. Donc, alors, ce qui serait plus logique de représenter XY au niveau du point O. Donc ici, là, si j'ai mon axe OX et là mon axe OY. Donc les plans M, EX, EZ, il faut bien se l'imaginer, c'est le plan qui coupe comme ça, de manière... faut bien voir le plan qui contient le point M, n'importe quel point M, et les deux vecteurs EX, EZ. C'est difficile de le représenter sur le... On peut tenter de le représenter, mais avec, je pense, en visualisant les deux vecteurs, ça doit être suffisant. EX, EZ et le point O. Donc si la plaque est comme, si une plaque est comme ça, c'est le plan qui coupe ici. Étant donné que la plaque est infinie, n'importe quel plan, par translation, coupera n'importe quel plan coupera la plaque et, et ce plan sera donc un plan de symétrie de la distribution de charge. Donc à n'importe quel endroit où on coupe la plaque de cette manière, on a une symétrie. C'est un plan de symétrie. Donc pareil, donc ça c'est pour le plan M, E, X, E, Z, et pour le plan M, E, Y, E, Z, pareil. Ce sont des plans de symétrie. Ce sont plans de symétrie. Donc pareil ici, M, E, Y, E, Z, c'est si on a une plaque comme ça, c'est le plan qui va couper la plaque de cette manière. À n'importe quel endroit par translation, étant donné que les plaques sont infinies. C'est une hypothèse très importante. Donc voilà, son plan de symétrie. Donc le champ E appartient du coup à ces deux plans. Et étant donné que EX et EY sont normaux, on en déduit que le champ E ne peut appartenir, en fait il appartient à la fois aux deux plans, et donc le champ E appartient à l'intersection entre les deux plans, c'est-à-dire à l'axe EZ. Donc je vais avoir E qui vaut E de X, Y, Z, EZ. Voilà. Maintenant, par invariance, par translation, suivant OX et OY, étant donné que les plaques sont infinies, par translation, on a une invariance de la distribution de charge. Et on en déduit que E vaut E, M, O, E de Z, EZ. Voilà. Donc on trouve cette expression du champ électrique. On va maintenant démontrer que E est une constante en utilisant une équation de Maxwell, notamment l'équation de Maxwell-Gauss, qui nous dit que div de E, alors on va marquer pour tout M entre les plaques, donc on est dans l'air, on est dans le vide, ici ça n'a peu d'importance, ça a peu d'importance, la différence entre les deux, on considère que c'est la même chose, div de E, M, égale à ρ sur epsilon 0, donc qui est nul ici. La densité de charge volumique est nulle dans l'air ou dans le vide. Et donc,
div de E, ici, ça correspond à d de EZ sur dz. Ici, je mets une dérivée droite parce que E ne dépend que de la variable z. dE sur dz égale à 0. Donc on en déduit que E est une constante. Voilà. Et donc enfin, je vais utiliser l'équation qui n'est vraie qu'en électrostatique, qui relie le champ électrique au potentiel électrique, E égale à moins grade de V. Ce qui me donne, en projetant sur OX, 0 égale à moins delta V sur delta X. Donc V est indépendante de X. V indépendante de X. OY, en projetant sur OY, j'obtiens 0 égale à, pareil, 0 égale à moins delta V sur delta Y. Donc V indépendant de Y. Et enfin, E qui vaut moins delta V sur delta Z. V, et donc cette dernière équation, je peux aussi l'écrire E égale à moins dV sur dz avec une dérivée droite, étant donné que V ne dépend que de la variable Z d'après les deux projections précédentes. Ce qui nous donne que dV vaut moins E dz. Et là, j'intègre donc cette équation entre 0 et D. Entre 0 et D, donc commencer par de l'autre côté, moins E dz, j'intègre entre 0 et D. En 0, c'est la plaque P1', on est au potentiel U1, et ici, on est au potentiel U2, dV. Ce qui me donne donc U2 moins U1 vaut moins ED. On en déduit donc que le champ électrique peut s'écrire, attention au signe moins là, U1 moins U2 divisé par D fois EZ. Voilà l'expression du champ électrique. Et donc voilà, c'est par rapport à cette question intermédiaire, voilà comment il faudrait faire pour y répondre. Donc maintenant revenons à notre exercice de départ. Donc pour revenir à notre PFD, appliqué à un électron, on a MA donc qui vaut moins E, ici. Alors ce qui va être intéressant, c'est maintenant les projections. Alors pour pouvoir faire ça, je vais juste revenir, je vais simplement revenir sur la zone 1, donc avec le vecteur, donc dans lequel le vecteur vitesse est une constante et vaut V1. Et on sait, donc dans l'énoncé, on nous dit, ils ont la vitesse V1 et font un angle alpha 1 par rapport à OZ en zone 1. Alors c'est intéressant de pouvoir se représenter les choses. Voilà, donc j'ai le vecteur. Alors ici j'ai déjà mon espace là. Donc ici je vais noter X, là Y, et là je vais avoir Z. Et je vais prendre, donc je vais représenter mon vecteur V1 ici, voilà. Voilà mon vecteur V1. Donc ce que j'ai, moi, c'est que ici j'ai un angle alpha 1. Et ce qu'il est intéressant de faire, et c'est ce qu'on fait quand on travaille notamment en coordonnées sphériques, c'est de considérer la projection de V1 sur le plan XY. Donc là, j'ai la projection ici, par exemple, là, j'ai la projection de V1 sur l'axe OZ, V1Z. Et là, moi, je vais considérer la projection de V1 dans le plan XY. Donc, ça va me donner, je vais obtenir un autre vecteur ici que je vais noter U. Et donc ici, j'ai un angle droit.
je vais en présenter en noir. J'ai un angle droit entre l'axe OZ, ou le vecteur EZ et le vecteur U. Et donc V1, je peux l'écrire ici, V1, comme V1, ou V1, donc ça, ici, V1, c'est la norme du vecteur V1. V1 cosinus alpha 1 EZ, plus, alors je vais noter plutôt U, le vecteur unitaire, voilà, plutôt noter le vecteur unitaire ici, sur lequel je vais avoir V1U. Ici, je vais avoir cette distance-là, ça correspond à V1U. Ce vecteur ici, plutôt, c'est V1UU. Ici, j'ai V1Z. V1UU, c'est V1, mais étant donné que là, j'ai cosinus alpha 1, ici, je vais avoir V1 sinus de alpha 1. Là, si je fais la même chose ici sur l'axe EZ, simplement pour que ce soit clair, là, je peux écrire V1Z EZ égale à V1 cosinus de alpha 1 fois EZ. Voilà. Donc V1 vaut, le vecteur V1 vaut V1 cosinus de alpha 1 EZ plus V1 sinus de alpha 1 U. Voilà. Où V1 est une constante, alpha 1 est une constante, U c'est un vecteur constant ici aussi, et donc U on peut l'exprimer lui-même en fonction des vecteurs EX et EY. Un peu comme, enfin exactement comme on ferait en coordonnées sphériques. Donc si j'introduis un angle β1, par exemple, je vais avoir U, je peux noter U comme cosinus de β1 EX plus sinus de β1 EY. Et dans ce cas, je pourrais exprimer V1 comme V1 cosinus de alpha 1 EZ plus V1 sinus de alpha 1 cosinus de bêta 1 EX plus V1 sinus de alpha 1 sinus de bêta 1 EY. On peut même vérifier que ici, donc, que le vecteur V1 possède bien comme norme la valeur V1. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout cette expression-là. V1, donc avec l'expression de V1 comme une composante suivant EZ et suivant U. Ça va être intéressant. Donc, si je reprends mon PFD, MA égale à moins E grand E, donc j'ai MA qui vaut moins E grand E suivant l'axe EZ. Donc, si je projette sur EX, pardon, sur EZ, je vais avoir M AZ égale à moins EE. Et suivant l'axe U, j'ai MAU égale à 0. Ici, U et EZ sont normaux. Donc j'en déduis ici que donc, AU est nul. Et donc maintenant, si je regarde, et alors ici on est bien dans la zone 3, je vais avoir mon vecteur vitesse VZ dans la zone 3 qui vaut moins E fois grand E divisé par M T plus une constante. Et ici, je vais avoir VU qui vaut une constante. Alors pour VU, la constante, cette constante-là correspond à... Ici, je note bien ici qu'on est bien en zone 3. Ici, je reviens en zone 3 et je choisis de projeter sur EZ et sur U. Ce vecteur-là que j'ai introduit. Par rapport à ma constante ici, ma constante U, ça correspond
à VU à t égale à 0, ou à t égale à 0, l'électron, c'est important ça, c'est ma référence de temps, à t égale à 0, l'électron entre dans la zone 3. Donc il sort de la zone 1, il entre dans la zone 3. Il sort ici de la zone 1, il entre dans la zone 3. Donc l'électron entre dans la zone 3. Maintenant, j'ai VU de t égale à 0, donc, qui vaut V1 scalaire U. C'est la projection du vecteur vitesse suivant U. Et donc, ça correspond ici à V1 sinus de alpha 1. V1 sinus de alpha 1. Voilà. Pour VZ, j'ai Vz de t égale à 0, donc qui vaut ici, qui vaut ma constante, la constante Z, et qui vaut V1 scalaire EZ, qui vaut donc V1 cosinus de alpha 1. Donc j'obtiens que le vecteur vitesse dans la zone 3 s'écrit V1 sinus de alpha 1 U plus V1 cosinus de alpha 1 moins E fois grand E divisé par M T EZ. Voilà. Donc maintenant, alors nous, ce qui nous intéresse dans cette question, c'est le vecteur V2. Le vecteur V2, en fait, il faudrait poser, posons T0, le temps, ou l'instant auquel l'électron atteint la zone 2, c'est-à-dire la plaque P2. Et donc, on a donc que V2 vaut V1 sinus de alpha 1 U plus V1 cosinus de alpha 1 moins E fois grand E, petit e fois grand E divisé par M fois T0 suivant EZ. Voilà. Là, j'ai mon vecteur V2. Voilà. Donc, avec cette expression du vecteur V2, je vais pouvoir répondre à la question. Parce que si je vois bien, V2, il a une composante suivant EZ et suivant U. Tout comme V1. Une composante suivant U et suivant EZ. Donc, en fait, V2 appartient au même plan que V1. V2 appartient au même plan que V1. Si on voudrait disons le justifier de manière purement mathématique, j'ai V1 vectoriel scalaire. Si je posons n, c'est le plan, pardon, c'est le vecteur normal au plan auquel appartient V1. Donc, posons n égale à, je vais noter U vectoriel EZ, le plan, le vecteur normal au plan auquel appartient V1. Ça, c'est une des manières de repérer un plan, c'est un vecteur normal. Le vecteur normal au plan auquel appartient V1. Un vecteur normal, ce serait plus correct. Un vecteur normal au plan auquel appartient V1. J'ai bien, si je fais V1 scalaire n, je vais avoir U vectoriel EZ scalaire EZ et U vectoriel EZ scalaire U. Donc je vais avoir V1 scalaire n égale à 0. Voilà. J'obtiens ici aussi de la même manière, j'ai
On a V2 scalaire n. Pareil, U vectoriel EZ scalaire U, ça va me donner 0. Parce que U vectoriel EZ est normal à U et est normal à EZ. C'est la raison pour laquelle j'ai posé n avec le produit vectoriel d'ailleurs. Et donc j'ai EZ scalaire U vectoriel EZ qui est également nul. Donc V2 scalaire n est nul. Donc on en déduit que V2 appartient au même plan auquel appartient V1. Voilà. Ça, c'est la réponse à la question 1. Question 2 maintenant. On nous demande plusieurs choses. Alors, on suppose que l'électron traverse la zone 3, c'est-à-dire qu'on arrive à la plaque P2. Donnez V2 en fonction de V1, U1, U2, E et M. Donc, on cherche la norme du vecteur vitesse V2. Donc, question 2. Alors, une manière de procéder qui est, j'allais dire, la plus naturelle et la plus simple, ce serait d'appliquer un théorème énergétique. Ces théorèmes qui sont un peu oubliés par les élèves parce qu'on aime bien se jeter sur le PFD, mais il ne faut pas oublier que les théorèmes énergétiques, donc théorème de l'énergie cinétique, théorème de l'énergie mécanique, c'est des théorèmes qui sont très utiles quand il s'agit de déterminer des valeurs scalaires, donc des normes de vecteurs, des distances, des positions, etc. Ça, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Donc ici, si alors pareil, si je considère comme système un électron pour mon référentiel, donc pareil terrestre galiléen, et j'applique un théorème de l'énergie mécanique, théorème de l'énergie mécanique. Alors, le théorème de l'énergie mécanique, ici, je vais l'écrire comme une différence d'énergie égale à la somme des travaux des forces extérieures non conservatives qui s'appliquent sur le système. Il y a aussi la formule avec la dérivée de l'énergie en fonction de la puissance des forces non conservatives. Mais ici, je vais plutôt utiliser la première version. Donc, théorème de l'énergie mécanique, si je note I, c'est l'instant initial, c'est-à-dire que c'est l'instant instant auquel, où c'est électron entrant dans la zone 3, et F, électron sortant de la zone 3. Donc j'applique mon théorème de l'énergie mécanique entre I et F. Ici, donc c'est la somme des travaux des forces extérieures non conservatives. On est en mécanique du point. Ce qui me donne 0 ici. Pas de frottement. On néglige, enfin, on ne considère pas les frottements. Quand on parle d'électrons, on considère pratiquement jamais ces forces-là. Donc, par conséquent, j'ai mon énergie mécanique en I qui est égale à l'énergie mécanique en F. Donc l'énergie cinétique en I plus l'énergie potentielle électrique en I est égale à l'énergie cinétique en F plus l'énergie potentielle électrique en F. Ce qui me donne, alors pour l'énergie cinétique en I, c'est 1/2 de mv1 carré. Parce que ça, c'est le moment où ça correspond au moment où l'électron entre dans la zone 3, où il sort de la zone 1. 1/2 de mv1 au carré, moins, alors plus, alors, il faut bien connaître l'expression de l'énergie potentielle électrique. Donc je vais avoir la charge fois le potentiel, donc je vais avoir moins E fois E1, égale à 1/2 de mv2 au carré, moins E fois U2. Voilà.
Ça, donc ça me donne l'expression V2. Si j'isole V2, je multiplie par 2, je divise par M et je ramène ce terme de l'autre côté. Je vais avoir racine carrée de V1 au carré plus E 2E divisé par M fois U2 moins U1. Voilà. Voilà pour V2. La deuxième partie de la question, c'est donner une relation entre V1, V2, alpha 1 et alpha 2. Alors, V1, V2, alpha 1 et alpha 2. Alors, ce qui va être intéressant de voir, c'est ça. Alors, regardez. On a l'expression du vecteur vitesse V2 ici, avec le travail qui a été fait précédemment. C'est un travail long, mais ça va nous aider à être plus rapide par la suite. Ici, j'ai l'expression de mon vecteur vitesse V2 que je vais reprendre. Copier. Coller. Voilà. Ici, j'ai bien V2. Donc V1 sinus alpha 1, U. Ce qu'on sait aussi par rapport à V2, c'est ce qui est dit là, dans l'énoncé, et la vitesse V2 et font un angle alpha 2 par rapport à OZ en zone 2. Ok. Donc ça, c'est pour le vecteur vitesse V2. Si je reprends exactement ce même schéma et que je réalise maintenant pour le vecteur vitesse V2, voilà, eh bien je vais avoir exactement quelque chose de très similaire, où là j'ai mon vecteur V2, ici j'ai mon angle alpha 2 entre le vecteur V2 et l'axe OZ, donc ici je vais avoir V2 cosinus de alpha 2 EZ, et là je vais avoir V2U qui vaut V2 sinus de alpha 2 U. Donc là, en regardant ce schéma, je peux écrire V2 comme V2 cosinus de alpha 2 EZ plus V2 sinus de alpha 2 U. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, en comparant ces deux expressions, je vais pouvoir trouver une relation entre V1, V2, alpha 1 et alpha 2. Si je regarde la projection suivant EZ, alors ici j'ai du V2 cosinus alpha 2, là j'ai V1 cosinus alpha 1 moins E grand E sur M fois T0. Alors il va falloir trouver T0. On sent que l'autre expression est plus facile. J'ai V2 sinus alpha 2 égale à V1 sinus alpha 1. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la réponse en fait à cette partie de la question. V1 sinus alpha 1 égale à V2 sinus de alpha 2. C'est la conservation en fait de la projection du vecteur vitesse dans le plan XY. Ici, X, voilà. Maintenant, l'autre partie de la question. Pour quelle valeur minimale de U2 moins U1 les électrons traversent-ils la zone 3 ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Traversent-ils la zone 3 ? Il faut bien comprendre aussi les termes de l'énoncé. On cherche en fait U2 moins U1 tel que l'électron arrive à la plaque en fait. Arrive à la plaque P2. Et qu'est-ce que ça veut dire que l'électron arrive à la plaque P2 ? Ça veut dire que j'ai mon vecteur V2. Alors si je représente là j'ai P1' et là j'ai P2
il faut que mon électron arrive là, qu'il puisse voilà, arriver à ce point-là au niveau du vecteur, au niveau du plan P2. Et donc, il faut, la condition, en fait, c'est si je veux traduire cette phrase en une expression, une condition mathématique, c'est alors V2 scalaire EZ supérieur ou égal à 0. Alors, j'ai eu certains élèves qui m'ont écrit V2 supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que le cas extrême, c'est V2 nul. Certains ont écrit de cette manière la condition. Mais c'est pas tout, ça pourrait, et c'est vrai qu'on pourrait tenter d'écrire ça, mais c'est pas tout à fait juste, parce que V2 scalaire EZ, alors V2 égale à 0, ça c'est le cas extrême, c'est trop fort comme condition. V2 scalaire EZ, ça veut dire que c'est-à-dire que mon électron, il est arrivé au plan P2, si je prends V2 scalaire EZ égale à 0, c'est que mon électron est arrivé au niveau du plan P2, qu'ensuite, il pourrait, par exemple, se déplacer suivant l'axe EX. Là, si j'ai mon plan... Là, si j'ai mon plan P2, là, j'ai l'axe Z, je pourrais avoir un électron qui arrive ici, là, et puis là, il se déplace vraiment juste à ras de la plaque. Ou là, ici, comme ça. Voilà. Ce sont des cas. Là, j'ai représenté deux cas. On a un électron qui arrive au niveau de la plaque P2, mais qui ne la traverse pas, enfin, qui ne va pas au-delà. Donc, on a des électrons qui ont parcouru, qui ont traversé la zone 3. Alors que V2 égale à 0, c'est vraiment que mon électron, il arrive, et là, bim. Et là, il stoppe. C'est trop fort comme condition. C'est pas le cas le plus... c'est le cas le plus général, c'est mon électron arrive, mais il continue pas sa course. Après, il peut aller ailleurs. Mais dans la direction horizontale, dans la direction de la traversée des plaques, il arrête sa course. Donc c'est pour ça que la bonne condition, c'est V2 scalaire EZ. Voilà. Alors V2 scalaire EZ, c'est, si je regarde là, c'est V2 cosinus de alpha 2 supérieur ou égal à 0. Ça veut dire quoi? V2 cosinus de alpha 2 supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que V2 au carré fois cosinus carré de alpha 2 est supérieur ou égal à 0. Cela implique, si je mets au carré, ça implique que V2 au carré cosinus carré de alpha 2 est supérieur ou égal à 0. Ce qui me donne... Alors moi, ce que je vais chercher à faire, c'est de faire intervenir le sinus V2 sinus alpha 2. Parce que je vais pouvoir l'exprimer en fonction de V1 V1 et alpha 1 assez facilement avec cette expression. Parce que l'objectif au final, c'est d'exprimer U2 moins U1. Je regarde. Voilà, U2 moins U1. Et donc, voilà. En fait, pour pouvoir faire ça, je vais me débarrasser de V2 pour pouvoir faire intervenir V1, EM et cette différence U2 moins U1. C'est ce que je cherche à faire. Donc V2 carré cosinus carré d'alpha 2, ça me donne V2 au carré de 1 moins sinus carré de alpha 2 supérieur ou égal à 0. Ce qui me donne V2 au carré moins V2 au carré sinus carré de alpha 2 supérieur ou égal à 0. Et donc ici, V2 au carré, je vais utiliser cette expression qu'on avait trouvée tout à l'heure de V2. Donc V2 au carré, c'est V1 au carré plus 2E U2 moins U1 divisé par M moins V2 au carré sinus carré de alpha 2 supérieur ou égal à 0. Alors le V2 au carré sinus carré d'alpha 2, je vais le remplacer par V1 au carré sinus carré de alpha 1.
Ah, ça, c'est ce que j'ai trouvé là. Et donc là, de cette manière, je parviens... Alors ici, ça, ici, là, j'ai V1 au carré facteur de 1 moins sinus carré de alpha 1, ce qui me donne V1 au carré cosinus carré de alpha 1 plus 2E divisé par M fois U2 moins U1 supérieur ou égal à 0. Ce qui me donne donc U2 moins U1 supérieur ou égal à moins M divisé par 2E V1 au carré cosinus carré de alpha 1. Donc voilà la valeur minimale de la différence U2 moins U1 pour que l'électron atteigne la zone 2. Est-ce qu'il y a une autre partie de la question? Voilà, ok. Donc on a fini de répondre à cette question. Alors, comme je disais, on va avoir des élèves, et j'en ai eu des élèves qui se sont lancés dans un PFD, qui ont préféré, qui n'ont pas pensé au théorème énergétique, parce qu'après tout, c'est des théorèmes qu'on utilise rarement. Et donc, ils vont penser, ils veulent déterminer V2, et là, en partant de la première partie de la question, donner V2 en fonction de V1, tout ça. Donc on va chercher à déterminer V2, ils vont chercher à déterminer V2 avec le PFD. Alors c'est possible, c'est ce qu'on va faire là. C'est, je pense, un peu plus long, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Et moi j'aime bien laisser les élèves y arriver, même si c'est plus long, mais voilà, c'est de la mécanique du point, on est censé quand même aboutir. Il faut pouvoir répondre à cette question avec un PFD. Donc c'est quand même important, même si on se lance dans un chemin qui n'est pas le plus court, d'aboutir. C'est ça le plus important. Alors, deuxième méthode, en partant du PFD. Alors, j'ai quand même utilisé, on a quand même fait pas mal de travail dans la question 1. Donc, je vais reprendre l'expression du vecteur vitesse ici, V2, ou plutôt ici du vecteur vitesse V, là. Et ouais, vecteur vitesse V2. Voilà. Je vais copier. Voilà. Donc, j'ai mon vecteur vitesse V2. La norme du vecteur vitesse V2 donc, vaut ici racine carrée de V1 au carré sinus carré de alpha 1 plus V1 cosinus de alpha 1 moins E fois grand E divisé par MT0 tout au carré. Si je développe cette expression, je vais avoir V1 au carré facteur de sinus carré de alpha 1 plus cosinus carré de alpha 1, ce qui me donne V1 au carré, moins 2V1 cosinus de alpha 1 fois petit e fois grand E divisé par MT0, plus petit e grand E divisé par MT0. Alors tout ça, je mets au carré. Voilà. Alors maintenant, il va falloir déterminer T0, ou en tout cas, oui, il va falloir déterminer une expression qui contient ce T0 là. Pour ça, va falloir utiliser alors l'expression de V, l'expression de Vz, la projection du vecteur vitesse dans la zone 3. Dans la zone 3, la projection du vecteur vitesse sur l'axe OZ, c'est V1 sinus de alpha 1 U plus V1 cosinus de alpha 1 moins E fois grand E divisé par M fois T, suivant EZ.
Donc si j'intègre cette expression, alors pardon, Vz de t, alors pardon, ça c'est le vecteur vitesse v, et ça c'est le vecteur vitesse v, et donc j'ai Vz de t qui vaut V1 cosinus de alpha 1 moins petit e fois grand E divisé par m fois t. Voilà. Si j'intègre maintenant cette expression, j'ai z de t qui vaut V1 cosinus de alpha 1 t moins e fois grand E divisé par 2m t carré plus une constante qui est nulle en fait ici, cette constante, parce que à t égale à 0, c'est-à-dire à l'instant où l'électron entre dans la zone 3, z est nul. C'est la référence que je prends pour z, c'est le point O. En fait, je prends l'origine de mon repère au niveau du centre de P1'. Voilà. Donc, maintenant pour T0, alors à T0, mon électron est arrivé à traverser entièrement la zone 3, et donc à T0, Z vaut D, où D c'est la distance entre les plaques P1' et P2. Z égale à D, ce qui me donne V1 cosinus de alpha 1 T0 moins E divisé par grand E 2m T0 au carré. Voilà. Voilà, ça c'est une expression importante. Alors avec ça, on trouve T0, on peut trouver T0 et ensuite injecter à l'intérieur de cette expression pour trouver V2. Alors on peut ne pas tout à fait déterminer T0 si on regarde bien en fait cette formule-là. Je vais factoriser par... Alors ici, la parenthèse a disparu. Ah, voilà. Je vais factoriser par petit e fois grand E divisé par petit m. Ou moins petit e fois grand E divisé par petit m. Qu'est-ce que ça va me donner? Donc j'écris V2 égale à racine carrée de V1 au carré. Et là, je factorise moins petit e fois grand E divisé par petit m. Je vais avoir... Je vais même mettre deux petits m. Voilà. Donc ici, je vais avoir... Voilà. Plutôt 2 fois petit e fois grand E divisé par petit m. Voilà. En fait, j'essaie de faire apparaître cette expression-là pour éviter de déterminer T0. C'est simplement plus rapide. Donc petit 2 fois petit e fois grand E divisé par petit m, ce qui me donne, donc ici je vais avoir mon 2, là, toute cette partie va partir, donc je vais avoir V1 cosinus de alpha 1 fois T0. Et ici, je vais avoir, donc le signe moins, je vais avoir petit e fois grand E divisé par 2m fois T0 carré. Voilà. Alors si on remarque bien ici, j'ai exactement cette même expression ici. On sait que ça vaut D. Donc voilà, tout ça vaut D. Et donc j'ai V2 qui vaut racine carrée de V1 au carré moins 2 fois petit e divisé par petit m. Et grand E ici, je remplace par son expression. Donc U1 moins U2 divisé par D fois D. Les D partent. Et donc j'obtiens V2 égale à racine carrée de V1 au carré plus 2e divisé par petit m, facteur de U2 moins U1. Ce qui correspond exactement à la même expression obtenue avec le théorème énergétique. Voilà, c'est un peu plus long, mais voilà, c'est tout à fait faisable.
ce qu'il est intéressant aussi de faire, et c'est en fait c'est la deuxième partie de la question, c'est par rapport à la relation. Alors la relation de V1, V2, alpha 1, alpha 2, c'est la même chose, mais pour quelle valeur minimale de U2 moins U1 les électrons traversent-ils la zone 3? Ce qu'on pourrait faire ici, c'est regarder cette expression-là et dire l'électron traverse la zone 3 si T0 existe, en fait, si T0 est un réel, s'il existe un moment auquel l'électron atteint la plaque P2, donc si T0 existe. Donc l'électron traverse la zone 3 si T0 existe, dans le sens où T0 ici c'est un réel, mathématiquement parlant, c'est si T0 est un réel positif. Donc T0 est un réel, ça c'est vrai, si et seulement si. Alors si je prends cette expression, là, je la réécris, donc j'ai moins petit e fois grand E divisé par 2m T0 carré, plus V1 cosinus de alpha 1 T0, moins D, égale à 0. Et alors, cette expression-là, elle me dit que donc là on a un polynôme en fait du second degré ici, et donc T0 est un réel si et seulement si le discriminant de ce polynôme du second degré est positif. Donc il faut que mon discriminant, donc V1 au carré fois cosinus carré de alpha 1, moins 4 fois, alors moins, donc je vais toujours garder moins ici, petit e fois grand E divisé par 2m fois d, supérieur ou égal à 0. Voilà ma condition en fait ici. Ce qui me donne V1 au carré fois cosinus carré de alpha 1, moins, ici je vais avoir petit 2 fois petit e fois divisé par m fois U1 moins U2, supérieur ou égal à 0. Et donc, j'en déduis que, alors ici, je vais faire U2 moins U1, je vais faire entrer le signe moins, U2 moins U1, j'isole donc U2 moins U1, ça me donne moins M divisé par 2E fois V1 au carré cosinus carré de alpha 1. Ce qui correspond exactement à l'expression qu'on a écrite tout à l'heure. Donc ça nous réconforte par rapport au résultat précédent. Voilà. La troisième question. Les électrons partent de la cathode U0 égale à 0 volts à gauche. Calculez V1 en fonction de U1, E et M. Donc il faut imaginer une cathode ici. Qui est, on a une tension ici, un potentiel de 0 volts. Et donc les électrons partent projetés. J'essaie de le représenter de manière parallèle. Projetés à cause de cette différence de potentiel. Donc la question c'est calculer V1. Alors on peut faire exactement de la même manière, soit avec un PFD, soit le plus simple, c'est pareil, un théorème de l'énergie mécanique. À ce stade-là, une fois qu'on l'a utilisé avant, on peut directement écrire théorème de l'énergie mécanique. Un électron entre la cathode et le plan P1. Et là, j'obtiens que 1,5 fois m fois la vitesse au niveau de la cathode, elle est nulle, moins E fois le potentiel au niveau de la cathode U0, qui est nul aussi, égale à 1,5 fois m fois V1 au carré, moins E fois U1. Donc, j'obtiens V1 de cette manière. J'isole V1, ça me donne 2E fois U1 divisé par m, tout sous la racine carrée.
Voilà. Là, j'obtiens V1. Enfin, la dernière question de cet exercice. Que se passe-t-il si la zone 3 est infiniment étroite? Donnez une analogie. Donc si la zone 3 est infiniment étroite, on a en fait P1' et P2 sont confondus. Et ce qui se passe, c'est que j'ai cette configuration-là. J'ai P1. Ici, j'ai le rassemblement entre P1 et P1' et P2. Je vais noter P1' égale à P2. Et là, j'ai ma troisième plaque P2'. Ici, j'ai un champ électrique. J'ai un champ électrique nul. Ici aussi, j'ai un champ électrique nul. Et donc on a ici un champ électrique nul entre P1 et P1'. On a un champ électrique nul également entre P1' et P2'. Mais on a un champ électrique non nul au niveau entre P1' et P2. Mais voilà, ces deux plaques sont confondues. Donc en d'autres termes, on a une discontinuité. D'un point de vue mathématique, on a une discontinuité du champ électrique et donc de la composante normale du champ électrique, ce qui est important ici à noter. Composante normale du champ électrique de E en P1'. Pour rappel, les relations de passage, la composante tangentielle du champ électrique, elle est continue, et la composante normale de E, elle peut ne pas être continue. Donc ça nous rappelle l'analogie qui peut être réalisée, c'est avec celle d'un plan infini qui est chargé uniformément en surface. Et donc, au niveau de cette charge surfacique, on a un saut, pareil, on a un saut de champ électrique, on a une discontinuité de la composante normale de E, parce que, donc ça je ne vais pas le faire, mais c'est un exercice qu'on peut faire en cours. Le champ E pour Z positif vaut sigma sur 2 epsilon 0 EZ. Et pour les Z négatifs, moins sigma sur 2 epsilon 0 EZ. Donc voilà, cette discontinuité de la composante normale de E nous rappelle cette configuration, celle d'un plan chargé uniformément en surface et au niveau de laquelle on a une discontinuité donc, de la composante normale du champ électrique. Voilà, voilà pour cet exercice. C'était un peu long, on a fait d'autres choses, on a vu plusieurs méthodes, mais voilà, ça permet aussi de balayer un certain nombre de choses, la mécanique du point, notamment quelques notions d'électrostatique. Et donc voilà, j'espère que ça a été utile et je vous dis à très bientôt pour un nouvel exercice d'oral et pour une nouvelle vidéo. Salut!